thématique de l'après-midi qui est liée à l'usine du futur. La Mêlée est ravie de pouvoir faire appel à ses partenaires. Donc merci messieurs d'être avec nous. La Mêlée s'engage aujourd'hui à traiter des sujets de l'industrie du futur dans sa globalité, avec au cours de l'après-midi une thématique un peu plus spécifique sur la logistique. On a le plaisir aujourd'hui donc d'avoir 3 personnes autour de la table virtuelle qui va nous permettre aujourd'hui d'y voir un peu plus clair sur l'usine du futur, ce qui est fait aujourd'hui et ce qu'on a envie de mettre en avant. On a le plaisir de vous accueillir monsieur Bentanax de la région Occitanie. Je vous laisse vous exprimer sur ce sujet. Merci de nous donner la parole pour introduire cet après-midi dédié à l'industrie du futur. Peut-être pour démarrer, faire un petit travail de définition pour donner la philosophie, en tout cas l'approche de la région de ce sujet de l'industrie du futur, qui peut être compris comme un ensemble de transformation des systèmes de production introduites par les nouvelles technologies, notamment du numérique ou de la robotique, et qui doivent permettre à l'industrie de se transformer pour gagner en performance, en compétitivité, mais aussi de répondre à un certain nombre d'exigences qui s'imposent aujourd'hui aux entreprises industrielles, notamment en matière de responsabilité sociale ou environnementale. Donc on est dans un concept qui répond à plusieurs transitions simultanées, transition énergétique, écologique, transition numérique bien entendu, mais aussi transition organisationnelle et sociétale. Les enjeux pour notre tissu industriel, c'est tout d'abord de permettre à nos entreprises, notamment les plus petites, de mieux s'approprier ces technologies du numérique. On peut faire le constat qu'aujourd'hui, les petites entreprises sont encore peu digitalisées, souvent faute d'acculturation, de compétences, d'accompagnement ou de moyens. 2 chiffres qui ressortent d'études que nous avions conduites lorsqu'on a établi la feuille de route numérique régionale. 87% des dirigeants, c'est un chiffre qui date de 2007, il est un peu daté, mais la réalité n'a peut-être pas énormément évolué. 87% des dirigeants en 2017 ne plaçaient pas la transition numérique parmi leurs priorités stratégiques. Le deuxième chiffre, c'est que si 25% des dirigeants d'entreprise en Occitanie avaient engagé une démarche de transition, transformation numérique, 85% d'entre eux estimaient ne pas disposer des compétences ou des moyens nécessaires à sa réussite. Le deuxième enjeu, c'est bien de moderniser notre outil de production. Un outil de production qui en moyenne a 19 ans d'âge en France et qui se caractérise aussi par un taux d'équipement en robotique industrielle plus faible que dans la plupart des autres grandes puissances industrielles. En France, on comptait à peu près 130 robots pour 10 000 salariés, là où en Italie, on en compte 185, en Allemagne plus de 300 et en Corée du Sud plus de 600. Ce besoin de transformation technologique qui s'est considérablement accéléré avec la crise sanitaire, avec la nécessité pour nos entreprises, et notamment entreprises industrielles, de mettre en œuvre du travail à distance, du pilotage d'activités à distance, de flexibiliser leurs lignes de production ou de digitaliser leurs relations clients-fournisseurs. Le contexte de crise a fait que ça a souvent induit une bascule précipitée de ces transformations, alors qu'elle devrait impliquer une transformation profonde des modes d'organisation et qu'elle porte aussi un certain nombre de risques et d'enjeux. Je pense notamment aux enjeux en matière de cybersécurité. Donc clairement aujourd'hui, dans cette période de sortie de crise, réussir sa transformation vers l'industrie du futur pour les entreprises industrielles, la région en a fait un vrai enjeu de relance pour la performance et la résilience de son tissu industriel. Donc la stratégie pour accompagner ce mouvement, elle se structure en 3 parties. D'une part, il s'agit de diffuser la culture de l'industrie du futur et du numérique, de sensibiliser les entreprises et de les convaincre d'engager un projet de transformation. Il s'agit bien entendu de les accompagner dans leur stratégie de transformation et puis bien entendu d'accompagner les investissements, de soutenir les investissements pour déployer cette stratégie. Dans ce cadre, donc, le programme régional d'accompagnement à l'industrie du futur, c'est un programme qui est cofinancé par l'État dans le cadre d'un dispositif national qui s'appelle 10 000 accompagnements. Il s'appuie sur un programme d'action, de sensibilisation, de promotion
qui est confié à la CCI Occitanie, et notamment le prochain grand événement se déroulera à l'occasion du salon SIAN, où vous pourrez retrouver l'ensemble des partenaires de ce programme sur l'espace Industrie du futur. Et il s'appuie sur ce qu'on appelait un parcours d'accompagnement qui repose sur des prestations spécialisées réalisées par des cabinets, des prestataires financés par la région. L'objectif, c'est bien de préparer nos entreprises à anticiper cette quatrième révolution industrielle. Les entreprises industrielles, quel que soit leur secteur d'activité, quel que soit leur degré de maturité, en leur proposant un accompagnement stratégique pour les aider d'une part à identifier leurs leviers de compétitivité, de croissance, d'attractivité, et surtout pour les inciter à s'engager dans une démarche à la fois significative et durable de transformation. Ce parcours se déroule en 2 phases distinctes. Une première phase de 5 jours sur laquelle on va plutôt s'attacher, en tout cas les prestataires vont plutôt s'attacher à réaliser un diagnostic 360 degrés et aller jusqu'à la rédaction d'une feuille de route. Ça, c'est un module de 5 jours qui est financé à 100% par la région. Et l'objectif, bien entendu, c'est d'inciter les entreprises à passer la deuxième phase de ce parcours qui permet de bénéficier de 25 jours supplémentaires pour accompagner le déploiement de cette feuille de route stratégique. Là, c'est un module que la région finance à 50%. Un petit mot peut-être de la philosophie de l'accompagnement qui est proposé et que la région a souhaité impulser sur ce dispositif. Il s'agit bien d'avoir une approche systémique et 360 degrés du sujet et de traiter l'ensemble des leviers de transformation, mais aussi leurs interrelations et leur impact sur l'ensemble des processus décisionnels de l'entreprise. On a classé ces leviers en 7 grandes familles. Le premier, bien entendu, c'est la stratégie du dirigeant, sa vision stratégique de son entreprise. Le deuxième, c'est le levier technologique, puisque c'est bien le cœur de cet enjeu de l'industrie du futur, que ce soit sur les nouvelles technologies du numérique, type ALM, IoT, Big Data, intelligence artificielle, robotique. Le troisième levier, c'est celui de la performance industrielle. On est bien au cœur de l'usine, de l'outil de production. Le quatrième, ce sont tous les sujets liés à la performance organisationnelle. Et derrière performance organisationnelle, tous les enjeux liés à la qualité ou aux problématiques d'entreprise étendues. Le levier de la performance environnementale, j'en ai parlé en introduction. Le volet humain, l'acceptabilité au changement, le management des compétences, la valorisation des salariés, des savoir-faire. Et enfin, un dernier grand levier qui est celui de la performance économique autour notamment de tous les nouveaux modèles économiques permis par le numérique, que ce soit autour de l'économie circulaire ou plus largement la servicisation. Pour réaliser ces prestations et garantir cette approche systémique, la région a référencé 7 prestataires qui sont, je vais peut-être les citer, le cabinet Agilea, l'AFNOR qui travaille avec un partenaire technologique qui est Bosch à Rodez, Altran, Silad, Inextenso Innovation, OPO avec Socodit et enfin le cabinet TopTech. Ce qui a prévalu à leur référencement, c'est d'une part leur qualité d'architecte de projet. La région ne souhaitait pas s'appuyer sur des spécialistes d'une technologie ou d'un secteur d'activité, mais bien garantir cette approche systémique et une capacité à mobiliser des expertises spécialisées quand c'est nécessaire, comme le ferait un architecte ou un maître d'œuvre. Le deuxième point important dans le référencement, c'était s'assurer que ces prestataires puissent être des tiers de confiance pour l'entreprise et qu'ils ne soient pas offreurs uniquement de leurs propres solutions technologiques, mais qu'ils puissent garantir une diversité de solutions et répondre aux besoins de l'entreprise. Un petit mot du bilan. Ce programme a démarré au mois de février dernier, 2020. Il ne vous a pas échappé que les 3 mois qui ont suivi ont été particulièrement compliqués pour les entreprises. Malgré cette période difficile pour mobiliser de l'aide au conseil, aujourd'hui, c'est plus de 205 entreprises qui sont rentrées dans ce parcours d'accompagnement. Près de 40 qui ont déjà engagé leur phase 2, qui ont fini la première phase et qui ont décidé de poursuivre en phase 2. Ça représente un budget pour l'instant de 1 700 000 € pour la région. Petite idée de la répartition, beaucoup de TPE, plus de 55%. Un bon tiers de PME
et un petit peu moins de 20% d'ETI, et qui couvre l'ensemble des secteurs industriels de la région, avec bien entendu une représentation assez forte du secteur aéronautique, mais aussi de la mécanique plus généralement, et une montée en puissance sur les entreprises de l'industrie agroalimentaire. Pour conclure rapidement, puisque je pense qu'on arrive au bout, je vais laisser la parole à mes voisins. Quelques informations techniques et pratiques. Pour bénéficier du dispositif, on a une approche assez ouverte de ce qu'est une entreprise industrielle, à savoir qu'on va s'attacher à regarder s'il s'agit d'une entreprise qui a son siège en région ou son établissement en région, bien entendu, dont l'activité principale est une activité de production ou de fabrication ou de transformation, ou qui réalise des activités qui combinent des processus industriels et des facteurs de production. Pour candidater et pour déposer son dossier d'inscription, comme pour la plupart des aides de la région désormais, s'inscrire sur le hubentreprentre.fr. Il suffit de créer un compte et ensuite on accède à tous les dispositifs, dont le dispositif Industrie du futur. Le dépôt se fait en ligne directement et les intégrations se font au fil de l'eau, environ tous les mois. Enfin, je vous remercie de votre attention et je passe la parole, je crois, à Serge. Serge, oui, si vous souhaitez poursuivre. Ouais, okay, merci Christophe. On peut passer le slide qui est le mien, le dernier, je pense, la présentation. Oui, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais plutôt faire un focus sur la partie aéronautique, parce que, donc, étant Aerospace Valley, c'est plutôt mon domaine de compétences. Donc, vous le savez, 2020, ça n'a pas été une très bonne année pour l'industrie aéronautique. Je crois qu'on a eu la plus grave crise qu'on ait jamais rencontrée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises qui constituent le tissu de l'industrie aéronautique, c'est une supply chain, c'est-à-dire c'est une chaîne d'entreprises qui se sous-traitent les unes les autres, donc une activité. Ce qui fait que quand il y a eu la crise, les entreprises ont eu tendance à se protéger, donc la baisse d'activité a été de 50%, mais comme elles se sont protégées, elles ont rentré l'activité qu'elles avaient en sous-traitant, ce qui fait que les plus petits, ceux qui sont en bout de chaîne, ils ont perdu plus de 80% de leur chiffre d'affaires. On a des perspectives qui sont plutôt bonnes, c'est-à-dire que ça redémarre. On a vu des prévisions de cadence qui sont relativement élevées, on revient à des cadences supérieures à celles qu'on avait en 2019, en 2024. Pour l'instant, ça redémarre doucement, c'est-à-dire qu'en fait, l'activité n'est pas revenue. Donc les entreprises sont avec une situation qui est une situation assez contrastée. Elles n'ont pas de visibilité sur les charges à venir. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le côté financier. Donc, les sociétés ont beaucoup de dettes. Elles ont fait des PGE pour soutenir leur activité. Elles ont fait des PSE parfois pour licencier du personnel. Elles avaient une dette historique. Elles arrivent aujourd'hui maintenant avec un besoin d'investissement dans le domaine de l'industrie du futur qui est extrêmement élevé, mais elles ont quand même beaucoup de dettes. Alors, il n'y a pas photo. Cette transformation, elle est nécessaire. Les grands donneurs d'ordre se transforment, ce qui fait que si les entreprises du secteur ne se transforment pas, elles ne pourront plus communiquer demain. Dans le monde du digital, il faut savoir parler la même langue. Donc la transformation, elle est indispensable. Par contre, effectivement, il y a des facteurs qui ralentissent, je dirais, le démarrage de cette transformation sur le territoire, qui sont ceux que je viens d'évoquer, et il faut arriver à trouver une solution pour les résoudre. Alors c'est un préambule, ce n'est pas pour casser l'ambiance, mais c'est juste pour expliquer ce qui se passe dans la réalité. Le deuxième point, c'est que nous, côté Aerospace Valley, on a essayé de s'attacher, pas tellement au problème du marché, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose là-dessus, mais d'aider les entreprises donc, dans le domaine de la technologie. Donc pour ça, on a lancé une initiative qui s'appelle PADOC, une plateforme d'accélération vers l'industrie du futur de la région Occitanie, donc en collaboration bien évidemment avec la région, donc qui doit s'afficher derrière moi là. Et donc cette initiative, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est un consortium qui est piloté par l'Université fédérale de Toulouse. Alors pourquoi Université fédérale? On va le voir parce qu'en fait, on est en train de construire une usine au sein de l'université. L'idée, c'est vraiment de rapprocher les deux milieux pour être sûr que demain, on produise des gens qui sont en adéquation avec les besoins de l'industrie. Cette usine se situera dans ce qu'on appelle la maison de la formation Jacqueline Auriol, qui est une initiative assez exceptionnelle qui regroupe tout le génie mécanique de Toulouse, donc les BTS, les DUT, l'INSA de Toulouse, les masters de Sup Aéro. Donc, qui communautarisent tous leurs moyens éducatifs pour le recentrer dans un bâtiment qui est à Montaudan et qui s'appelle la maison de la formation Jacqueline Auriol. On a ensuite donc des partenariats avec le campus des métiers et des qualifications aéronautiques et spatiales, le pôle Aerospace Valley, le pôle Optitech qui est un pôle optronique photonique, l'IRT Saint-Exupéry, le CEA et un gros industriel qui est à Montauban qui s'appelle WeArt, donc une société de domaine aérospatial. On a voulu prendre un partenaire plutôt ETI, grosse PME, plutôt qu'un grand groupe, parce qu'on voulait quand même garder le contact avec la raison d'être de cette plateforme qui est d'aider les entreprises, plutôt les PME.
Ensuite, c'est un partenariat. Hein, donc, c'est plus de 50 entreprises qui ont soutenu le projet. C'est bien évidemment la région et on les remercie. C'est l'UIMM, ce sont nos partenaires, Robotic Place en particulier, hein, IoT Valley, donc Digital 113, Mécanique Valley. Et en fait, ça se résume en une usine qui est constituée par un partenariat avec une vingtaine de partenaires industriels qui ont amené les équipements, qui nous donnent des équipements, et qui permet de constituer, une usine fortement robotisée. Donc c'est le premier niveau, c'est ce qu'on a appelé notre version V1. Et ce modèle sera exposé au CIAN, donc je vous encourage si vous avez l'occasion d'y aller, donc fin octobre. Donc vous verrez sur 500 mètres carrés donc, à l'entrée du CIAN, au Met, donc cette usine qui reflète réellement le partenariat entre tous ces industriels. L'idée, c'est que, souscrivant à un appel à projet national, qui est l'appel à projet éponyme, donc plateforme d'accélération vers l'industrie du futur, on souhaite donc obtenir des budgets qui nous permettent de monter cette plateforme vers un niveau d'excellence qui l'amène vers l'industrie du futur et être capable d'avoir un outil, une vitrine qui permette de démontrer toutes les technologies de l'industrie du futur à destination des entreprises pour leur expliquer ce qu'est l'industrie du futur, mais leur montrer concrètement à quoi ça sert, comment ça se réalise, comment ça se structure et comment ça marche et le degré de maturité, à l'intention des offreurs de solutions pour leur permettre d'avoir un lieu dans lequel ils peuvent démontrer donc leurs solutions technologiques. Ça peut être de la robotique, par exemple. Ça peut être des logiciels, ça peut être des capteurs, ça peut être tous les équipements qu'on retrouve dans le monde de l'industrie du futur. Et à destination des étudiants pour faire une ingénierie de formation qui corresponde aux besoins qui va être appelé par les entreprises pour se transformer. Si on n'a pas les compétences nécessaires sur le territoire pour se transformer, on ne se transformera pas bien. Donc ça veut dire qu'il faut être également capable d'alimenter en compétences. Alors, c'est un parcours autour de montrer, c'est ce que je disais, donc c'est cette partie usine-école, c'est-à-dire qu'on montre donc toutes les technologies dans un lieu. C'est démontrer, donc ce sont des offres de solutions qui viennent et qui démontrent leurs solutions et qui montrent que ça marche. C'est former, donc là on a bien évidemment des partenariats avec l'UIMM, donc avec bien évidemment tout le tissu universitaire donc, de la région et les centres de formation professionnelle, en particulier le campus. C'est accompagner, donc c'est un programme qui est connecté avec le programme dont parlait Christophe, qui est un programme de la région, c'est-à-dire que les entreprises qui rentrent dans ce programme pourront bénéficier des installations de PADOC pour essayer, démontrer, tester les solutions qui leur sont préconisées par les technologues du programme. C'est un programme qui est connecté également avec le programme Industrie du futur du GIFAS, programme filière. Et enfin, pérenniser au sens où, étant connecté avec l'ensemble des laboratoires de recherche de l'université, en particulier le LAS, l'ONERA, etc., on a la possibilité d'avancer vers, par exemple, les robotiques Android, toutes les évolutions de ce qu'on appelle l'industrie du futur. Et enfin, je dirais pour terminer, cette initiative, donc l'industrie du futur, ça n'est pas que des processus, ça n'est pas que du logiciel, ça n'est pas que du digital, c'est aussi des matériaux et des procédés. Et là-dedans, on a voulu également rajouter la dimension fabrication additive métallique, qui pour nous est une des technologies qui va exploser dans les années à venir, pas en vol j'espère, mais en tout cas exploser au sens, je dirais, expansion, parce qu'on va concevoir des produits en tenant compte de la technologie. Et donc, comme cette technologie elle a un peu tendance à disparaître du paysage, parce que comme il n'y a pas de marché, les gens désinvestissent, on a créé une structure qui s'appelle Adim Alliance, qui regroupe les 6 plateformes de recherche publique dans le domaine de la fabrication additive sur nos 2 territoires, Occitan et Nouvelle-Aquitaine. Donc des installations qui sont à Bordeaux, à Bidart, qui sont à Tarbes, qui sont à Albi, à l'école des mines, qui sont à Montpellier, qui sont à Toulouse, à Villers-Lirté. Une centaine d'ingénieurs de recherche, une trentaine de machines, des équipements de pointe dans le domaine de la caractérisation, une trentaine de thèses de doctorat. Et l'idée, c'est d'avoir un outil qui permet de former les entreprises donc, à la fabrication additive métallique, de définir des axes de recherche et de communautariser ces axes sur ces 6 plateformes donc pour prioriser les investissements et bien les diriger, et de faire en sorte qu'on amène des réponses concrètes aux entreprises sur ces technologies de fabrication additive métallique et qu'on ouvre également cette fabrication additive sur l'ensemble des filières du territoire. L'idée, c'est de maintenir cette activité sur notre territoire. Quand les grands programmes avions vont redémarrer, il y aura beaucoup de fabrication additive dedans. Et si on n'a pas des usines qui ont gardé cette capacité industrielle, on perdra cette technologie sur le territoire. Il faut la garder à tout prix, c'est stratégique. Voilà, donc tout ça constitue PADOC, donc cette initiative, qui est en cours d'analyse donc, auprès de la BPI donc, pour savoir s'ils nous labellisent ou pas. Donc on est encore en termes de projet. On devrait bientôt avoir les résultats. On espère qu'ils seront positifs. Et à signaler, vous en parlerez tout à l'heure peut-être donc, avec la table ronde sur la logistique, qu'il existe une autre plateforme d'accélération qui a été labellisée et qui est également soutenue par la région, qui est avec DAER, la société DAER, et qui est totalement complémentaire de la nôtre, sachant que nous, c'est plutôt intramuros, c'est-à-dire qu'on s'occupe de la modernisation d'un outil industriel dans les murs d'une entreprise.
la partie logistique qui est extramuros, c'est-à-dire c'est alimenté donc, en matière et ensuite livré vers le client. Donc, on est en train de travailler avec cette plateforme pour avoir une complémentarité entre nos deux projets qui fasse qu'on soit capable d'offrir le meilleur service aux entreprises de la région avec le soutien de la région. Voilà, moi j'en ai terminé. Je pense que Beaucoup, Serge. ça va, donc, Parfait. Philippe Roussel de Robotics Place, je vous laisse prendre la parole. Merci. Merci La Mêlée de nous avoir invités, la 3e année consécutive, à animer cet après-midi une table ronde sur la robotique, sur l'industrie du futur. Pour commencer, je voudrais vous présenter un peu Robotics Place. Robotics Place, on est un cluster, c'est-à-dire une association qui a été créée par les entreprises il y a une dizaine d'années et qui regroupe aujourd'hui une centaine d'entreprises dans le secteur de la robotique. Donc, ce ne sont pas que des entreprises de robotique, en fait. Nous avons des constructeurs de robots industriels, des intégrateurs. Les intégrateurs sont ceux qui vont aller installer les robots dans les entreprises et qui vont les adapter aux besoins du client. On a aussi des constructeurs de robots de service. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une activité très locale qui a des vocations internationales, puisque nos constructeurs de robots de service ont tous comme marché la Terre. Et on les retrouve dans des secteurs d'activité comme l'agriculture, la logistique. On a beaucoup d'acteurs qui sont dans le secteur de la logistique, le médical et même les loisirs, puisqu'on a aussi des gens qui fabriquent des robots pour le nettoyage des piscines. Donc c'est un panel qui est très large, où on a un horizon qui est très vaste sur les différents secteurs de la robotique. Robotics Place, donc, je vous disais une centaine d'entreprises, de partenaires. C'est 50% des PME, 15% des startups, à peu près 20% donc, de grands groupes et de TI, et le reste, donc 15%, des écoles et des laboratoires de recherche. Donc on a vraiment un écosystème complet autour de la robotique. Et les activités de Robotics Place donc, se répartissent sur 2 secteurs d'activité, donc l'industrie et les services. Donc sur la partie industrielle, bien qu'on s'appelle Robotics Place, aujourd'hui, on a vocation à s'étendre sur des marchés qui vont au-delà, sur des technologies qui vont au-delà de la robotique. C'est-à-dire qu'on s'adresse à l'ensemble des solutions de l'industrie du futur. Et nous, on s'intéresse particulièrement à toutes les solutions qui intègrent du matériel ou qui s'adressent à du matériel. Donc, au-delà de la robotique, on va aussi s'intéresser à l'impression 3D, on va s'intéresser à la maintenance, on va s'intéresser à la réalité virtuelle, toutes les choses qui permettent d'intervenir dans le secteur de l'industrie du futur. Alors, ça, c'est un secteur sur lequel on est en train de s'ouvrir aussi à de nouvelles entreprises. S'il y a des entreprises qui souhaitent rejoindre le cluster Robotics Place, qui sont sur ces segments d'activité, eh bien, on est prêt à les accueillir et les accompagner pour développer leur marché, sachant que nous, notre mission première, c'est vraiment une mission de développement économique. Et d'ailleurs, c'est certainement pour ça que la région nous accompagne dans notre démarche. Notre objectif, c'est vraiment de développer l'activité économique de la robotique et de nos adhérents régionaux. Robotics Place est également membre fondateur de la Fédération française des clusters robotiques. On a été le premier cluster créé en France sur le secteur de la robotique. Et puis, sur notre sillage, il y en a un certain nombre qui se sont créés ailleurs dans d'autres régions. Et en 2016, on s'est dit que ça valait peut-être le coup de se réunir et de voir comment on pouvait éventuellement travailler ensemble. Et comme en fait on avait tous les mêmes objectifs, eh bien, on s'est réunis au sein de la Fédération française qui aujourd'hui donc, couvre l'ensemble du territoire et qui nous permet d'avoir une relation directe aussi au niveau des ministères. Aujourd'hui, au niveau des régions, on est en contact avec les conseillers régionaux. Au niveau de la fédération, on est en contact avec le ministère. Et donc, on fait partie intégrante du nouveau comment ça s'appelle, comité stratégique de filière solutions industrie du futur qui vient d'être créé. Et donc, on est dans la mouvance, je dirais, de ce qui se passe à ce niveau-là. Et donc, la fédération a aussi vocation à travailler au niveau international. Et au niveau international, donc, on a aussi également été membre fondateur d'un cluster mondial qui s'appelle le Global Robot Cluster, qui a été créé à l'initiative de la Corée du Sud et aujourd'hui qui regroupe 22 pays. Et donc, dans le GRC, on se retrouve avec les Russes, les Américains, les Israéliens, les Espagnols, les Sud-Coréens, les Singapouriens, etc.
Donc on va de la Silicon Valley jusqu'à la Nouvelle-Zélande. On vient d'adhérer cette année l'Inde, rien que ça quand même, un petit pays, et l'Australie. Donc, au sein du GRC, on fait en sorte d'avoir des relations internationales au niveau des roboticiens pour faciliter les partenariats, les avancées technologiques, et on développe aussi un certain nombre de programmes. Là, par exemple, on va mettre en ligne une plateforme sur laquelle on va permettre aux startups et aux investisseurs de se rencontrer. Parce qu'un des gros soucis qu'on a dans le domaine de la robotique, en particulier en France, quand on parle avec nos collègues américains, ça se passe un peu mieux chez eux, c'est le problème de trouver des financements pour les startups. Parce que quand il y a du matériel, en France, les investisseurs, ils ne sont pas super enthousiastes. Donc ça, c'est un des axes de développement qu'on veut faire au travers du GRC, parce qu'au niveau international, c'est beaucoup plus simple. Je voulais aussi faire un petit teasing par rapport à la session de cet après-midi. Donc, nous allons avoir à 16h45 une session sur l'industrie du futur, sur laquelle on aura un certain nombre d'entreprises de Robotics Place qui vont présenter des technologies. Et je pense que ça peut être très intéressant. Donc, je vous invite à nous rejoindre à 16h45 pour participer à cette session. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, pour cette introduction. Vous l'avez compris, il y a plusieurs temps forts cet après-midi autour de la logistique dans un premier temps, autour de la 5G avec Orange qui présentera son 5G Lab, et puis enfin avec ce que vient de dire Philippe autour de la robotique. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, pour avoir partagé votre vision des mutations industrielles avec un S. On a bien compris que le numérique, la robotique touchait aussi toutes les filières. Donc on vous propose de pouvoir continuer cet après-midi et bien sûr le mois prochain avec le Salon Sian, où j'imagine que vous serez représentés également. Merci beaucoup.